11. Un problème d'échec. Un soir que nous dînions dans un petit restaurant de Soho où nous avons nos habitudes, Poirot et moi, nous avisâmes un ami installé à une table voisine, l'inspecteur Japp. Comme il avait de la place à notre table, il vint se joindre à nous. Nous ne l'avions pas vu depuis un bon moment. Vous ne passez plus jamais nous voir, lui reprocha Poirot. Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis l'affaire du jasmin jaune qui remonte à près d'un mois. Je suis allé dans le nord, voilà l'explication. Et de votre côté, quoi de neuf? Les quatre grands sont toujours sur la brèche. Ah, vous vous moquez de moi, mais les quatre grands, ils existent. Oh, je n'en doute pas, mais ils ne sont pas le centre de l'univers, comme vous le prétendez. Mon ami, vous faites une lourde erreur. La plus grande puissance du mal aujourd'hui, ce sont ces quatre grands. Quel but poursuivent-ils? Personne ne le sait, mais il n'y a jamais eu d'organisation criminelle comparable, avec à sa tête le plus grand cerveau de Chine, comme membre un milliardaire américain et une savante française, plus un quatrième. Je sais, l'interrompit Japp. C'est votre dada. Ça devient une véritable idée fixe, monsieur Poirot. Parlons d'autre chose pour changer. Vous vous intéressez aux échecs? J'y ai joué, oui. Avez-vous vu cette curieuse histoire qui s'est passée hier? Un match entre deux joueurs de réputation mondiale, dont l'un est mort au cours de la partie. J'ai lu les articles des journaux. L'un des joueurs était le professeur Savaronov, le champion russe. L'autre, qui a succombé à une crise cardiaque, était le jeune Gilmour Wilson, le remarquable champion américain. Exact. Savaronov est devenu champion de son pays il y a quelques années en battant Rubinstein. Quant à Wilson, on l'appelait le nouveau Capablanca. Un événement très bizarre, déclara Poirot d'un air rêveur. Si je ne me trompe, l'affaire vous intéresse tout particulièrement. Japp émit un petit rire embarrassé. Bien vu, monsieur Poirot, je suis perplexe. Wilson était solide comme un roc, aucun symptôme de trouble cardiaque. Sa mort est parfaitement inexplicable. Vous soupçonnez le professeur Savaronov de l'avoir supprimé, intervins-je. Quand même pas, répondit Japp d'un ton sec. Je ne pense pas qu'un joueur d'échecs, même un russe, assassinerait son adversaire pour éviter une défaite. D'autant que, si j'ai bien compris, il partait favori. Le professeur a la réputation d'être un joueur d'exception. Il en remonterait à Lasker, paraît-il. Quelle est votre petite idée au juste? Demanda Poirot pensif. Pourquoi aurait-on empoisonné Wilson? Car vous pensez à un empoisonnement, je suppose. Bien entendu, une crise cardiaque, ça veut dire que le cœur s'arrête subitement de battre, voilà tout. C'est la version officielle du médecin, mais il nous a confié en privé qu'elle ne le satisfaisait pas. Quand l'autopsie doit-elle avoir lieu? Ce soir. La mort de Wilson a été extraordinairement soudaine. Il déplaçait l'une de ses pièces, l'air tout à fait normal, du moins apparemment quand il s'est effondré sur la table, raide mort. Il y a très peu de poisons qui agissent de manière aussi foudroyante, objecta Poirot. Je sais. L'autopsie nous renseignera, je l'espère. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi on aurait voulu se débarrasser de Gilmour Wilson. C'était un garçon modeste, inoffensif. Il arrivait juste des States et n'avait, semble-t-il, aucun ennemi au monde. Ça paraît incroyable, dis-je. Pas du tout, rectifia Poirot en souriant. Japp a sa théorie, je le vois bien. En effet, je crois que le poison n'était pas destiné à Wilson, mais à son adversaire. Savaronov, oui. Quand la révolution a éclaté, il s'est mis à dos les bolcheviks. On a même annoncé qu'il avait été exécuté. En réalité, il s'était échappé, et pendant 3 ans, il a enduré des privations inouïes dans les steppes de Sibérie. Ses souffrances ont été telles qu'il est aujourd'hui méconnaissable. Ses amis et ceux qui l'ont fréquenté autrefois affirment qu'il l'aurait à peine reconnu. Ses cheveux ont blanchi et il a l'air d'un vieillard. C'est un semi-invalide qui sort rarement. Il vit seul, avec une nièce Sonia Davilov et un serviteur russe dans un appartement du côté de Westminster. Il faut croire qu'il se considère encore comme un homme traqué, car il s'est fait beaucoup prier pour accepter ce match d'échecs. À plusieurs reprises, il a opposé une fin de non-recevoir et il n'a cédé qu'au moment où les journaux s'en sont mêlés, stigmatisant son manque de sportivité. Gilmour Wilson lui lançait des défis répétés avec une obstination typiquement yankee et il a fini par remporter le morceau. Maintenant, monsieur Poirot, je vous pose la question, pourquoi Savaronov refusait-il ce match?
Parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention sur lui. Il ne voulait pas qu'on retrouve sa trace. La voilà ma solution. Gilmour Wilson s'est fait liquider par erreur. Personne n'avait de raison personnelle de souhaiter la mort de Savaronov. Sa nièce, je suppose. Le professeur a récemment hérité une immense fortune d'une certaine madame Gospoja dont le mari spéculait sur le sucre sous l'Ancien Régime. Ils avaient eu une liaison autrefois, je crois, et elle refusait mordicus de croire à sa mort. Où le match s'est-il déroulé? Chez Savaronov, il est infirme, comme je vous l'ai dit. Beaucoup de spectateurs y assistaient, une bonne douzaine, sans doute plus. Poirot fit une grimace expressive. Mon pauvre Jap, ce n'est pas une tâche facile que vous avez là. Dès que j'aurai la preuve que Wilson a été empoisonné, je pourrai agir. Avez-vous songé que si Savaronov était bien la victime désignée, le meurtrier risque de faire une nouvelle tentative d'ici là? Bien sûr, 2 de mes hommes surveillent son appartement. Cela sera très utile si quelqu'un arrive avec une bombe sous le bras, déclara Poirot d'un ton caustique. L'affaire commence à vous intéresser, hein, Poirot, dit Jap les yeux pétillants. Ça vous dirait de venir voir le corps de Wilson à la morgue avant que les médecins le charcutent? Qui sait? Son épingle de cravate est peut-être de travers, et cet indice important pourrait vous donner la clé du mystère. Mon cher Jap, pendant tout le dîner, l'envie m'a démangé les doigts de redresser votre épingle de cravate. Vous permettez, oui? Ah, voilà qui est beaucoup plus agréable pour l'œil. Oui, certainement, allons à la morgue. Je pus constater que ce nouveau problème accaparait toute l'attention de Poirot. Il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas manifesté d'intérêt pour autre chose que les 4 grands. Aussi, fus-je enchanté de le retrouver tel que je l'avais toujours connu. Pour ma part, je ressentis une profonde pitié à la vue du corps immobile et du visage convulsé de l'infortuné jeune Américain qui avait trouvé la mort dans des conditions si étranges. Poirot examina attentivement le corps. Celui-ci ne portait aucune marque, à part une petite cicatrice à la main gauche. D'après le médecin, ce n'est pas une coupure, mais une brûlure, expliqua Jap. Poirot inventoria ensuite le contenu des poches du mort qu'un agent de police avait disposé devant nous. Il n'y avait pas grand-chose. Un mouchoir, des clés, un calepin bourré de notes, quelques lettres sans importance. Un seul objet retint l'attention de Poirot. « Une pièce d'échec !» s'exclama-t-il. « Un fou blanc, l'a-t-on trouvé dans sa poche ?» Non, il le tenait dans sa main crispée. Nous avons eu toutes les peines du monde à lui desserrer les doigts pour le prendre. Il faudra le rendre au professeur Savaronov. Cette pièce fait partie d'un très beau jeu en ivoire sculpté. Permettez-moi de la lui rendre moi-même. Cela me fournira un prétexte pour aller le voir. Tiens, fit Jap, vous voulez donc vous pencher sur cette affaire? Je l'admets. Vous avez bien manœuvré pour éveiller mon intérêt. Parfait. Ça vous changera de votre obsession. Le capitaine Hastings est content lui aussi à ce que je vois. Et comment? Dis-je en riant. Pas d'autres petits détails à me donner sur lui? Demanda Poirot en désignant le corps. Je ne pense pas, non. Pas même qu'il était gaucher? Vous êtes un sorcier, comment l'avez-vous deviné? Il était gaucher, en effet, mais cela n'a rien à voir avec l'affaire. Rien du tout, s'empressa de convenir Poirot, voyant que Jap était un peu froissé. Une petite plaisanterie de ma part, sans plus. J'aime bien vous faire marcher, et vous le savez. Nous nous séparâmes bons amis. Le lendemain matin, nous nous rendîmes à Westminster chez le professeur Savaronov. Sonia Davilov, dis-je d'une voix rêveuse. C'est un joli nom. Poirot s'arrêta pour me lancer un regard accablé. Toujours à l'affût d'une idylle. Vous êtes incurable. Vous serez bien attrapé s'il s'avère que cette Sonia Davilov n'est autre que notre amie et ennemie, la comtesse Vera Rossakov. Je me rembrunis à cette idée. Vous ne pensez tout de même pas... Mais non, je plaisantais. Quoi que dise Jap, je n'ai pas l'esprit occupé à ce point par les 4 grands. Un domestique singulièrement impassible nous ouvrit la porte. On avait du mal à imaginer que ce visage marmoréen pût manifester la moindre émotion. Poirot présenta une carte de visite sur laquelle Jap avait griffonné quelques mots d'introduction. Le serviteur nous fit entrer dans une longue pièce basse de plafond décorée de riches tentures et de bibelots. 2 ou 3 ravissantes icônes ornaient les murs et le plancher était recouvert de superbes tapis persans. Un samovar trônait sur une table.
Après avoir examiné de près l'une des icônes que j'estimais de grande valeur, je me tournai vers Poirot et je le trouvai accroupi par terre. Si beau que fût le tapis, il ne me semblait tout de même pas mériter une attention aussi poussée. Est-ce donc une pièce si rare demandai-je. Le tapis. Mais non, ce n'est pas lui que je contemplais. C'est pourtant une très belle pièce, beaucoup trop belle pour être percée par un gros clou en plein milieu. Non, Hastings, le clou n'y est plus, mais le trou est là. Je fis volte-face en entendant un bruit derrière moi et Poirot bondit sur ses pieds. Une jeune fille se tenait sur le seuil. Ses yeux, braqués sur nous, étaient assombris par la méfiance. De taille moyenne, elle avait un beau visage un peu maussade, des yeux bleus foncés et des cheveux très noirs coupés courts. Lorsqu'elle prit la parole, ce fut d'une voix riche et sonore, qui n'avait rien d'anglais. « Je crains que mon oncle ne puisse vous recevoir, c'est un grand infirme. »« C'est regrettable, mais peut-être aurez-vous l'obligeance de m'aider, vous êtes mademoiselle Daviloff, n'est-ce pas ?»« Oui, je suis Sonia Daviloff. Que désirez-vous savoir ?»« J'enquête sur la triste affaire d'avant-hier soir, la mort ici même de M. Gilmore Wilson. Que pouvez-vous me dire sur ce sujet ?» La jeune fille ouvrit de grands yeux. Il est mort d'une crise cardiaque en jouant aux échecs. La police n'est pas sûre que ce soit une crise cardiaque, mademoiselle. C'était donc vrai, s'exclama-t-elle, l'air terrifié. Yvan avait raison. Qui est Yvan et pourquoi dites-vous qu'il avait raison ? Yvan est le domestique qui vous a ouvert. Il m'a dit, lui aussi, que Gilmore Wilson n'était pas décédé de mort naturelle. Selon lui, il a été empoisonné par erreur. Par erreur ? Oui, le poison était destiné à mon oncle. Elle avait maintenant oublié toute défiance et parlait avec volubilité. Que dites-vous là, mademoiselle ? Qui voudrait empoisonner le professeur Savaronov ? Je ne sais pas, je suis désemparé, et mon oncle ne veut pas me faire confiance. Remarquez, c'est naturel, il me connaît à peine. Quand je suis venu vivre ici à Londres avec lui, il ne m'avait pas vu depuis que j'étais enfant. Mais je suis sûr qu'il redoute un danger. Nous avons beaucoup de sociétés secrètes en Russie, et un jour, je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a donné à penser qu'il craignait particulièrement l'une d'entre elles. Sonia Daviloff s'avança d'un pas et ajouta, baissant la voix, « Dites, monsieur, avez-vous entendu parler d'une société secrète qui s'appelle les Quatre Grands ?» Poirot faillit sauter au plafond. Il était tellement stupéfait que les yeux lui sortaient littéralement de la tête. « Pourquoi est-ce que vous... Que savez-vous des Quatre Grands, mademoiselle ? Cette organisation existe donc bien. J'ai entendu par hasard mon oncle y faire allusion. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, plus tard, il est devenu tout blanc et s'est mis à trembler. Jamais je n'avais vu un homme aussi effrayé. Il a peur d'eux, monsieur, très peur, j'en suis sûr. Et par erreur, ils ont tué l'Américain, Wilson. Les Quatre Grands, murmura Poirot. Toujours les Quatre Grands. Stupéfiante coïncidence, mademoiselle. Votre oncle est encore en danger. Je dois le sauver. Racontez-moi avec précision le déroulement de cette soirée fatidique. Montrez-moi l'échiquier, la table, comment les deux hommes étaient assis, tout. Elle alla chercher dans un coin de la pièce une petite table dont le plateau de toute beauté était incrusté de carrés noirs et argentés composant un échiquier. Voici quelques semaines, un admirateur a envoyé cette table en cadeau à mon oncle en lui demandant de s'en servir pour son prochain tournoi. Elle était disposée au milieu de la pièce, comme ceci. Poirot examina la table avec une attention qui me sembla totalement superflue. Il ne menait pas du tout l'enquête comme je l'aurais fait à sa place. Il posa des questions qui, dans l'ensemble, me parurent inutiles. Mais pourquoi n'abordait-il à aucun moment les points vraiment essentiels ? Sans doute, la mention inattendue des Quatre Grands lui avait-elle fait perdre ses moyens. Après avoir observé pendant 1 minute la table et l'emplacement exact qu'elle avait occupé, il demanda à voir les pièces d'échecs. Sonia Daviloff lui apporta la boîte et il en examina 1 ou 2 sans paraître y attacher d'importance. « Travail exquis, murmura-t-il distraitement. Toujours aucune question concernant les rafraîchissements qui avaient été servis, les personnes qui assistaient au match. Je me raclai la gorge d'un air entendu. Je pense, Poirot, que... Il m'interrompit d'un péremptoire. « Ne pensez pas, mon bon ami, laissez-moi faire. Mademoiselle, il n'est vraiment pas possible que je voie votre oncle ?
L'ombre d'un sourire apparut sur le visage de la jeune fille. Si, il va vous recevoir. C'est mon rôle, vous comprenez, de questionner d'abord tous les inconnus. Elle disparut. J'entendis un murmure de voix de l'autre côté de la cloison. Puis, quelques instants plus tard, Sonia Davilov nous invita à passer dans la pièce voisine. L'homme allongé sur le divan avait un physique imposant. Grand, décharné, le sourcil broussailleux et la barbe blanche, il portait sur son visage hagard les stigmates des privations et des épreuves endurées. Le professeur Savaronov était assurément un personnage remarquable. Je notais la forme caractéristique de son crâne tout en hauteur. Je savais que les grands joueurs d'échecs avaient un cerveau très développé, et ne fus donc nullement surpris que le professeur Savaronov fût le deuxième meilleur joueur du monde. Poirot s'inclina. « Professeur, puis-je vous parler en privé ?» Savaronov se tourna vers sa nièce. « Laisse-nous, Sonia. » Elle se retira docilement. « Alors, monsieur, de quoi s'agit-il » Professeur Savaronov, vous êtes récemment entré en possession d'une énorme fortune. Si jamais vous deviez mourir subitement, qui hériterait ? J'ai fait un testament par lequel je lègue tout à ma nièce, Sonia Davilov. Vous ne suggérez pas... Je ne suggère rien. Simplement, vous n'avez pas revu votre nièce depuis qu'elle était enfant. Il serait facile à n'importe qui de se faire passer pour elle. Savaronov parut abasourdi. Poirot continua. Assez sur ce sujet. Je vous adresse une mise en garde, c'est tout. Ce que je voudrais maintenant, c'est que vous me décriviez la partie d'échecs de l'autre soir. Comment cela ? Eh bien, je ne suis pas joueur d'échecs moi-même, mais je crois savoir qu'il y a différentes manières de commencer une partie. Des gambits, n'est-ce pas le mot ? Le professeur Savaronov eut un petit sourire. Ah, je saisis mieux. Wilson a choisi l'ouverture Ruy Lopez. C'est l'une des plus efficaces. On l'adopte fréquemment dans les tournois et les matchs. Et la tragédie est survenue au bout de combien de temps ? Nous devions en être au 3e ou au 4e coup quand Wilson s'est brusquement effondré sur la table, raide mort. Poirot se leva pour prendre congé. Il lança sa dernière question comme s'il n'y attachait aucune importance, mais je savais à quoi m'en tenir. Avait-il mangé ou bu quelque chose ? Il avait bu un whisky soda, je crois. Merci, professeur Savaronov. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Ivan nous attendait dans le hall pour nous raccompagner. Poirot s'attarda sur le seuil. « Savez-vous qui habite dessous » demanda-t-il. « Sir Charles Kingswell, monsieur, un membre du Parlement. Mais l'appartement a été loué meublé récemment. Merci. » Nous sortîmes dans le brillant soleil d'hiver. « Je ne vous félicite pas, Poirot, éclatai-je. Cette fois, je ne pense pas que vous vous soyez distingué. Vos questions n'étaient pas du tout appropriées. » « Vous le pensez vraiment, Hastings » dit Poirot en me regardant d'un air consterné. « J'étais troublé, oui. Qu'auriez-vous demandé à ma place ?» Je réfléchis un moment avant de lui exposer dans les grandes lignes la façon dont je m'y serais pris. Il m'écouta avec, me semble-t-il, un intérêt vigilant. Mon monologue se poursuivit durant presque tout le trajet du retour. Poirot introduisit sa clé dans la serrure et me précéda dans l'escalier. « Tout à fait excellent, Hastings, dit-il, très perspicace, mais parfaitement inutile. »« Inutile » m'écriai-je interloqué. « Si Wilson a été empoisonné... » D'un bond, Poirot s'empara du message que Mrs. Pearson avait laissé sur notre table. « Tiens, tiens, fit-il, c'est de Jap. Exactement ce que je pensais. » Il me lança le message. Bref et concis. On n'avait relevé aucune trace de poison dans le corps, et on ignorait toujours comment la victime avait trouvé la mort. « Vous voyez bien, dit Poirot, que vos questions auraient été inutiles. Vous aviez donc deviné le résultat de l'autopsie ? Sachez prévoir l'issue probable de la donne, rétorqua Poirot, citant le titre d'un récent problème de bridge sur lequel je m'étais cassé la tête. Mon bon ami, quand vous appliquez cette méthode avec succès, vous n'appelez pas cela deviner. Cessons de jouer sur les mots, m'impatientai-je. Vous aviez pressenti ce résultat. Oui. Comment ? Poirot plongea la main dans sa poche et en sortit un fou blanc. Eh, lui dis-je, vous avez oublié de le rendre au professeur Savaronov. Vous êtes dans l'erreur, mon bon ami. Celui dont vous parlez se trouve toujours dans ma poche gauche. Celui-ci, je l'ai pris dans la boîte que mademoiselle Davilov m'a aimablement permis d'examiner. Le pluriel d'un fou
C'est deux fous. Il prononça le S final avec un grand sifflement. Je ne voyais pas du tout où il voulait en venir. Mais pourquoi l'avez-vous pris? Parbleu, je voulais voir s'ils étaient exactement semblables. Poirot les compara, la tête penchée de côté. Ils en ont l'air, je l'avoue, mais il ne faut pas considérer comme certain un fait qui n'est pas prouvé. Apportez-moi ma petite balance, je vous prie. Il pesa les deux pièces d'échecs avec un soin infini et se tourna vers moi, le visage triomphant. J'avais raison, voyez-vous, j'avais raison. Impossible d'abuser Hercule Poirot. Il se rua vers le téléphone, attendit impatiemment la communication. Jap, ah Jap, c'est vous, Hercule Poirot à l'appareil. Surveillez Yvan, le domestique. Ne le laissez filer entre vos doigts sous aucun prétexte. Oui, oui, c'est comme je vous dis. Il raccrocha bruyamment et se tourna vers moi. Vous ne voyez pas, Hastings? Je vais vous expliquer. Wilson n'a pas été empoisonné. Il a été électrocuté. Une fine tige métallique traverse un de ses fous par le milieu. La table a été installée à l'avance en un endroit précis. Quand Wilson a posé le fou sur l'une des cases argentées, le courant lui a traversé le corps, entraînant une mort instantanée. Aucune trace à part la brûlure à la main gauche car il était gaucher. La table du crime était un mécanisme extrêmement ingénieux. Celle que j'ai examinée était une reproduction parfaitement inoffensive qu'on a substituée à l'autre aussitôt après le meurtre. Le mécanisme était commandé depuis l'appartement du dessous, qui, si vous vous en souvenez, venait d'être loué meublé. Mais il y avait au moins un complice dans l'appartement de Savaronov. La jeune fille est un agent des quatre grands, elle complote afin d'hériter la fortune de Savaronov. Et Yvan? Je le soupçonne fortement d'être le fameux numéro 4, rien de moins. Quoi? Oui, l'homme est un merveilleux acteur de composition, il peut tenir tous les rôles qui lui plaisent. Je me remémorais nos précédentes rencontres avec le numéro 4. Le gardien de l'asile de fous, le garçon boucher, le médecin compassé, autant de personnages totalement différents, incarnés par un seul et même homme. C'est stupéfiant, dis-je enfin, tout concorde. Savaronov avait flairé la machination, ce qui explique sa répugnance à disputer ce match. Poirot me regarda sans mot dire, puis, se détournant brusquement, il se mit à arpenter la pièce. Avez-vous un livre sur les échecs, par hasard, mon ami demanda-t-il soudain. Je crois en avoir un quelque part. Il me fallut un bon moment pour le dénicher. Lorsqu'enfin je l'apportai à Poirot, il s'assit confortablement pour le consulter, avec la plus grande attention. Environ un quart d'heure plus tard, le téléphone sonna. Je décrochai, c'était Jap. Yvan était sorti de l'appartement, un gros paquet dans les bras. Il avait sauté dans un taxi qui l'attendait et la filature avait commencé. De toute évidence, Yvan avait cherché à semer ses poursuivants. Au bout d'un moment, apparemment persuadé d'y avoir réussi, il s'était fait conduire à Hampstead, dans une grande maison déserte. La police cernait la maison en question. Je transmis les nouvelles à Poirot. Il me regarda d'un air vague, comme s'il enregistrait à peine ce que je lui disais, puis il brandit le livre d'échecs en déclamant. « Écoutez ceci, mon bon ami. Voici l'ouverture Ruy Lopez. 1, blanc. Pion du roi, E2, E4, noir. Pion du roi, E7, E5. 2, blanc. Cavalier du noir, G1, F3, noir. Cavalier de la dame, B8, C6. Blanc. Fou du roi, F1, B5. Vient alors la question de savoir quel est le meilleur troisième coup pour les noirs. Il a le choix entre diverses défenses. C'est le troisième coup des blancs qui a tué Gilmour Wilson. Fou du roi F1 B5. Seulement le troisième coup. Cela ne vous suggère rien? Je ne voyais absolument pas où il voulait en venir et je le lui dis. Supposez, Hastings, que vous entendiez la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer pendant que vous êtes assis dans ce fauteuil. Que penseriez-vous? A priori, je penserais que quelqu'un est sorti. Oui, mais il y a toujours deux façons de voir les choses. Quelqu'un est sorti ou quelqu'un est entré. Deux hypothèses totalement différentes, Hastings. Et si vous avez choisi la mauvaise, une ou deux petites incohérences vont bientôt se faufiler dans votre raisonnement et vous montrer que vous êtes sur la mauvaise piste. Qu'est-ce que cela signifie, Poirot? Le détective bondit sur ses pieds avec une soudaine énergie.
Cela signifie que j'ai été un triple imbécile. Vite, vite, à Westminster. Nous pouvons encore arriver à temps. Dans le taxi qui nous emmenait à toute allure, Poirot ne répondit pas à mes questions excitées. Une fois à destination, nous grimpâmes l'escalier 4 à 4. Malgré nos coups de sonnette et nos martèlements répétés, personne ne nous ouvrit. Mais en prêtant l'oreille, je pus distinguer un gémissement caverneux provenant de l'appartement. Le gardien avait un passe-partout. Il consentit finalement à s'en servir, non sans s'être fait prier. Poirot alla droit dans le salon où une odeur de chloroforme nous assaillit. Sonia Daviloff était allongée par terre, ligotée et bâillonnée, un grand tampon d'ouate imbibé de chloroforme appliqué sur le nez et la bouche. Poirot le lui arracha et s'employa à la ranimer. Lorsque le médecin arriva, Poirot lui confia la jeune fille et fouilla avec moi les autres pièces. Il n'y avait aucune trace du professeur Savaronov. « Qu'est-ce que tout cela veut dire ?» demandai-je, dépassé par les événements. « Cela veut dire que, face à deux hypothèses possibles, j'ai choisi la mauvaise. Vous vous rappelez ? J'avais dit qu'il serait facile à quelqu'un de se faire passer pour Sonia Daviloff, puisque son oncle ne l'avait pas revue depuis des années. Oui, et alors ? Et alors, le contraire était également valable. Il était tout aussi facile à quelqu'un de se faire passer pour l'oncle. Quoi ? Le vrai Savaronov est mort quand la révolution a éclaté. L'homme qui affirmait s'être échappé au prix de terribles épreuves, l'homme tellement changé que même ses amis avaient du mal à le reconnaître, l'homme qui a revendiqué avec succès un énorme héritage, eh bien oui, qui était-ce ? Le numéro 4. Pas étonnant qu'il ait été effrayé quand Sonia lui a appris qu'elle avait entendu l'une de ses conversations privées concernant les 4 grands. Encore une fois, il m'a glissé entre les doigts. Il a deviné que je finirais par trouver la bonne piste. Alors, il a lancé l'honnête Yvan dans une tortueuse course-poursuite. Il a chloroformé la jeune fille et il est parti, après avoir sans aucun doute réalisé la majeure partie des titres légués par Madame Gospoja. Mais alors, qui a essayé de le tuer ? Personne n'a voulu le tuer, lui. Wilson était bien la victime désignée, mais pourquoi ? Mon bon ami, Savaronov était le second meilleur joueur d'échecs du monde. Le numéro 4, lui, ne connaissait sans doute même pas les rudiments du jeu. Il ne pouvait pas donner le change pendant toute la durée d'un match. Il a fait tout son possible pour éviter le duel, mais ses tentatives ont échoué. Dès lors, le destin de Wilson était scellé. Il fallait à tout prix empêcher l'Américain de découvrir que le grand Savaronov ne savait même pas jouer aux échecs. Wilson était friand de l'ouverture Ruy-Lopez. Il ne pouvait pas manquer de l'utiliser. Le numéro 4 s'est arrangé pour le tuer au 3e coup, avant de rencontrer des difficultés dans la défense. Mais mon cher Poirot, ce numéro 4 est-il donc fou ? Votre raisonnement se tient, et j'admets que vous ayez raison, mais tuer un homme uniquement pour préserver une fausse identité ? Il y avait certainement des moyens plus simples de surmonter cette difficulté. Il aurait pu prétendre, par exemple, que son médecin lui interdisait les matchs d'échecs à cause de la tension nerveuse. Bien sûr, Hastings, il y avait d'autres moyens, mais pas de plus radical. En outre, vous partez du principe que le meurtre d'un homme est une chose à éviter, n'est-ce pas ? Le cerveau du numéro 4 ne fonctionne pas ainsi. Je me mets à sa place, chose que vous ne pouvez pas faire. J'imagine ses pensées. Cela lui plaît de livrer ce match en tant que professeur Savaronov. Sans aucun doute, il a assisté à des tournois d'échecs pour étudier son rôle. Il est là, à froncer les sourcils, plongé dans ses réflexions. Il donne l'impression de concevoir une grande stratégie, mais en fait, il rit intérieurement. Il sait qu'il a 2 coups à jouer au maximum et il n'aura pas besoin d'aller plus loin. Là encore, cela le comble intellectuellement de savoir que la partie sera interrompue à l'instant fixé par le numéro 4. Oh oui, Hastings, je commence à connaître notre ami et sa psychologie. Je haussai les épaules. Vous avez peut-être raison, mais je n'arrive pas à comprendre qu'il ait couru un risque si facile à éviter. Un risque ? Où était-il, le risque ? Jap aurait-il résolu le problème ? Non. Si le numéro 4 n'avait pas commis une petite erreur, il n'aurait couru aucun risque. Quelle erreur manquis-je, devinant déjà la réponse ? Mon ami, il n'a pas tenu compte des petites cellules grises d'Hercule Poirot. Poirot a ses vertus, mais la modestie n'est pas du nombre.